Bonjour Philippe Brunet-Haga. Bonjour. Vous publiez Le Retour des Giraud aux éditions L'Escampette, une maison d'édition basée à Montmorillon dans la Vienne. Votre récit a la forme d'un poème épique. Il emmène le lecteur sur les traces de votre aïeul nippon Haga Ejiro qui vécut au XIXe siècle. Haga Ejiro, il est fils de samouraï. Il a voyagé en Europe, il est devenu médecin et en 1898, il ramène au Japon la première machine à rayon X. Vous imaginez son voyage du retour. Comment son histoire vous a-t-elle été transmise? Par ma mère, principalement. Donc, on avait toujours des récits familiaux de surtout de cette période de guerre, de rébellion du clan qui vivait à Fukushima, du clan d'Aizu, au moment de la restauration de l'empereur Meiji, puisque la famille était coincée entre la fidélité à l'empereur et puis la fidélité au shogun. Et donc cet ancêtre, lui, il a choisi de partir. Alors oui, son père a perdu le statut de samouraï avec la restauration de Meiji. Et donc lui a fait des études dans un lycée d'État et puis est devenu médecin. Donc il est allé faire un sorte de stage, une année de stage, un séjour à Berlin. Et le moment du récit, c'est le retour. Ce voyage, il est le prétexte à beaucoup de réflexions intimes. Il repense à son pays natal, à son ami Jun, qui lui est parti vivre en Corée. À quelle méditation avez-vous voulu le convier, votre aïeul? Il était à la fois dans la reprise d'espèces de retour par la voie terrestre, à cheval, et parfois en empruntant les bateaux pour traverser les fleuves. Celui qui avait fait par exemple Enomoto Takeaki, un autre grand aristocrate qui avait conduit la révolte des eaux à Hokkaido. Mais ce moment du retour, il permettait de poser vraiment ce qu'était la différence entre l'Occident, l'Extrême-Orient, et de vivre l'intervalle à pas compter. Et tandis qu'il rentre chez lui donc par la voie terrestre, votre aïeul s'interroge sur le sens à donner à cet appareil à rayon X qu'il ramène, et vous écrivez « Voir toujours plus net et confier à la radiographie ce que la photographie ne peut connaître, c'est donc ça qu'il faudrait poursuivre, laisser les rayons nous traverser et ne laisser sur la plaque qu'un profil en négatif. La poésie, ce squelette débarrassé de sa chair. » À travers ce progrès scientifique, ne s'apprête-t-on pas à perdre une part de la poésie du monde? Bien sûr, il était d'abord un scientifique, il était un praticien, et donc, mais en même temps, ce qu'il avait découvert en Allemagne avec les machines Röntgen, celui qui avait vraiment découvert ces machines, inventé ces machines, allait complètement changer la pratique médicale. Est-ce que, comme votre narrateur, vous n'avez pas eu le choix? Je veux dire par là, en lisant ce récit, on sent que voilà, le choix n'était peut-être pas là, parce que vous écrivez ceci. Je n'ai plus de volonté, je suis la proie d'un revenant qui détourne maintenant ma voix pour dire quel désir m'a poussé sur cette route. Et moi qui croyais en mon choix, je comprends soudain comment chemine l'ordre du destin et ce que veut dire vivre, reconnaître, rejouer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on voudrait pouvoir décider, se sentir libre, s'affranchir. Et en réalité, le moment le plus beau, c'est le moment où on est porté, où on se laisse, et où en fait on était déjà là, c'était déjà prévu en quelque sorte, comme au théâtre. Un moment où on peut décider de jouer un rôle, mais quand on joue vraiment, on oublie qu'on a décidé, on ne prend plus les décisions. Dans l'épilogue de ce récit, vous mettez en parallèle la destination de votre aïeul, qui est donc la ville de Fukushima, et le tremblement de terre qui s'y est produit le 11 mars 2011, qui a conduit à l'accident nucléaire que l'on connaît. Comment avez-vous accueilli la proximité de ces deux événements dans le processus d'écriture? J'ai écrit entre 2008, 2009 et 2015. Et les catastrophes nucléaires, comme ça, la centrale Fukushima, c'était 2011, tremblement de terre, le tsunami. Il y avait déjà eu ce vaste tsunami en 2004 à Sumatra. Donc c'était un contexte quand même très, 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 très fort. Ce que fait le tsunami, c'est qu'il relie des choses qui ne devraient pas être reliées. Il rattache des continents qui étaient séparés par la mer et la vague submerge tout. Et donc c'est venu en même temps. Et bien sûr, la préfecture de Fukushima, c'était là où il devait rentrer, où se trouvait le clan d'Aizu, aujourd'hui Aizu Wakamatsu, on dit, c'est le nom de la ville. Et donc c'est bien là-bas, ce but. Et au début, j'avais pensé au titre Retour à Fukushima, même. J'ai fait une première autopublication sous ce titre. Et puis après, Retour à Fukushima, c'est devenu vraiment une réalité pour tous les paysans qui avaient été chassés de leurs terres et qui ont voulu quand même tenter d'y revenir. Et donc j'ai un peu... La réalité a été trop forte.
Et vous gardez des liens avec cette terre de Fukushima? Malheureusement, j'ai plus beaucoup de famille au Japon, des cousins lointains quand même. Oui, je suis allé l'année dernière avec ma mère, 95 ans, donc il voulait encore faire des bains dans les onsen, donc on a fait une petite tournée nostalgique comme ça au Japon. Philippe Brunéaga, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Le retour des Jiro est un magnifique texte. Il est publié chez Les Scampettes et il est actuellement disponible en librairie. Je vous remercie. Merci.